Alors, en tant que psychologue, vous pouvez nous parler de votre expérience? Oui, comme psychologue, expérience dans la prise en charge des victimes d'Ebola. Je peux d'abord dire que Ebola, du point de vue psychologique, c'était un événement traumatisant. Événement traumatisant qui apparaît d'une façon soudaine et qui provoque justement la mort et laisse la communauté impuissante. Donc un événement du point de vue psychologique qui traumatise beaucoup et qui laisse des traces qui sont justement nombreuses. Nous avons vu à l'apparition de l'Ebola les personnes qui y ont d'abord eu une mauvaise lecture de l'épidémie. Une mauvaise lecture de l'épidémie en ce sens que beaucoup de gens ont confondu Ebola avec la mort. Le fait de confondre, d'avoir cette confusion-là, on a observé un comportement très violent. Parce que les gens ne voulaient pas cette appréhension de l'Ebola comme mort. Effectivement, ils ont développé une très grande peur de la mort, qui a été vraiment comme une angoisse de l'Ebola. Alors que ça devrait être un phénomène normal, une peur normale qui pouvait nous aider à éradiquer facilement la maladie. Si les gens avaient développé une peur normale, c'est-à-dire ils pouvaient quand même se protéger, ils pouvaient voir qu'on ne peut pas toucher facilement les cadavres, les personnes décédées d'Ebola. Donc un certain nombre de comportements qui devaient nous aider plus à développer la résilience le plus tôt possible. Malheureusement, ça a été une confusion et les gens ont paniqué. En paniquant, ça a été vraiment la grande peur, l'angoisse. Et c'est dans ce sens-là qu'il a fallu la présence de psychologues pour qu'ils puissent apaiser les esprits de la population. Donc voilà un peu en grande partie, même si c'était un événement traumatisant, mais ça demandait quand même la présence de psychologues pour recadrer certaines choses et pour une prise en charge psychologique des victimes de l'Ebola. Bien sûr, c'est un événement qui a laissé beaucoup de traces et en fait on peut parler même des conséquences qui sont très très énormes. Comme conséquence, je me souviens par exemple des chiffres, s'il faut parler vraiment des chiffres, du point de vue des personnes que nous avons perdues. Nous avons perdu autour de 2280 décès, des personnes décédées d'Ebola. Hommes, femmes, enfants, qui pourraient peut-être nous aider dans la société, dans notre province, dans notre ville. 2280 personnes décédées. C'est une conséquence qui est quand même énorme. En pratiquement 2 ans de l'épidémie. Mais les 2280 personnes décédées ont constitué presque 68,7% des cas confirmés. Donc vous voyez que le nombre de guéris, c'est vraiment minime. Nous avons eu un petit nombre de guéris qui s'élève aujourd'hui à autour de 1175 guéris.
sur 2000 quelque chose de morts. Vous voyez. Donc c'est quand même élevé. Ce sont des conséquences de cette maladie-là. Mais en même temps aussi, les familles ont été endeuillées. Plusieurs familles ont été endeuillées. On a vu des quartiers qui ont disparu, des ménages qui étaient fermés. Donc pour dire que ça a quand même donné des conséquences très très énormes. Et laissa effectivement des personnes traumatisées. Autre conséquence, c'est que avec Ebola, nous avons eu plus de 1400 orphelins. Vous voyez, 1400 orphelins. Ça veut dire là, ce sont des enfants qui ont besoin de scolarisation, qui ont besoin de nourriture, qui ont besoin de soins médicaux, qui ont besoin des familles adoptives, qui ont besoin d'affectivité, donc tout ça, qui ont besoin même de santé. Donc vous voyez, ça c'est quand même énorme. Quand on essaie de voir tous ces enfants-là qui devraient bénéficier de la présence de leurs parents, mais ils les ont perdus. On a vu des familles où pratiquement papa et maman sont décédés. Et encore quelques enfants dans la famille. Donc vous voyez, même les familles qui sont très touchées. Très, très touchées. Donc les familles affectées par l'AMV. N'en parlons pas aussi. Les conséquences ont été énormes. Nous avons eu des veufs et plus encore des veuves. Les veuves sont nombreux dans notre région maintenant. À plus de veuves qui sont des gens qui décèdent d'une mort normale, de maladie normale, mais avec la MVE, la maladie à virus Ebola, on a eu encore un grand nombre de décédés. Voilà. Autre conséquence qu'on peut aussi tirer de cette maladie à virus Ebola, du point de vue psychologique, nous avons trouvé quand même que les victimes de la maladie à virus Ebola, notamment ici, les guéris, les orphelins, les veuves, certains d'entre eux ont développé des troubles de comportement. Troubles de comportement qui demandent justement des approches psychologiques pour les aider à retrouver ce qu'on peut appeler la résilience, c'est-à-dire cette capacité de rebondir encore dans la vie parce qu'ils étaient tellement traumatisés qu'il faut des approches psychologiques pour leur donner encore le goût de vivre et de reprendre aussi les activités, donc de se restaurer un peu dans la vie. Nous avons vu chez d'autres, selon le diagnostic que nous avons posé, à titre d'exemple, il y a ceux-là qui ont développé ce qu'on peut appeler ici la fixation. C'est-à-dire, on n'arrive plus à se développer. Donc, c'est comme si le développement s'arrête. Et on peut le voir même dans la façon de réfléchir, la façon de percevoir les choses, de percevoir le monde. Donc, on a une nouvelle vision du monde, en fait. Ce que nous avons trouvé chez les victimes de la maladie à virus Ebola. Donc, vraiment des personnes qui sont restées à un niveau de fixation. Il y a aussi ceux-là qui ont développé des peurs irraisonnées. Des peurs irraisonnées. Il y a ceux-là qui sont restés dans la résignation. Donc vraiment résignés. On dit voilà, donc ma vie c'est fini, donc je ne peux plus rien faire. Il y a ceux-là. C'est vraiment un problème psychologique qu'il faut essayer de soigner chez ces victimes-là. Il y a ceux-là même qui sont restés dans l'incapacité de compter sur leurs propres ressources. Les ressources dont ils disposent. Voilà. Ce sont des situations de ce genre-là qu'on voit. Alors, d'autres encore présentent des plaintes physiques qui peuvent avoir justement des liens avec les problèmes psychologiques objectivés. Donc,
vous allez voir quelqu'un qui se plaigne à tout temps, qu'il ne se retrouve même plus dans son propre corps physique qu'il avait avant. Alors, ça, on le voit très souvent chez les guéris. Bon. Ça veut dire, ils trouvent qu'ils ne sont plus dans le corps qu'ils avaient, le corps physique qu'ils avaient, qu'ils ont totalement changé. Parce que c'était tellement traumatisant qu'ils trouvent qu'ils sont devenus autres. Voilà. Il y en a qui ne se reconnaissent plus, comme je disais, dans leur propre corps physique. Ils disent facilement que non, je suis devenu quelqu'un d'autre. Voilà, ça ce sont des conséquences vraiment qu'on trouve chez les guéris. Et puis, bon, bien sûr, chez les orphelins, on peut voir tous les enfants orphelins qui n'arrivent plus à avancer dans la vie. Ou presque la vie s'est arrêtée. Parce qu'ils ont perdu papa, sur qui l'enfant avait toute sa confiance et tout son avenir. Et à ce moment-là, l'enfant reste comme si il n'a plus l'avenir devant lui. Donc voilà. Sur le plan social, nous avons vu aussi beaucoup de conséquences par rapport à la maladie à virus Ebola. Avant que vous n'abordiez ce plan-là sociologique, le trouble social, ouais. Vous pouvez nous dire ce que vous attaquez. Vous avez fait partie des gens qui ont éradiqué certainement la maladie. Et vous venez d'énumérer là les troubles qui courent psychologiquement les malades. Comment est la suite? Est-ce qu'ils vont se débrouiller? Vous allez les laisser dans les débrouillardismes pour qu'ils reviennent à eux-mêmes, ou il y a un certain mécanisme, une stratégie que les gens qui chapeautent la riposte de la maladie contre les orphelins. Jusqu'aujourd'hui, ils continuent de bénéficier de notre appui et surtout de la prise en charge psychologique. Il y a des équipes qui sont encore là sur terrain, qui font le suivi quotidien, le suivi hebdomadaire de victimes, notamment surtout les guéris et les orphelins. Donc pour ça, il n'y a pas vraiment de souci, parce que après la déclaration de la fin de la riposte, nous étions déjà dans une phase que nous avons appelée la phase de résilience. Nous les avons amenés à rebondir dans la vie, à reprendre la vie, même si chez certains, il y a toujours des difficultés. Mais on a vu dans la plupart, sur les 1180 ou 1170 guéris qui sont pris en charge par les équipes de la psychosociale, il y a ceux-là qui sont en train de revenir à la vie. Donc pour ça, on a évalué déjà que la possibilité de rebondir est vraiment élevée. Donc ils peuvent encore reprendre la vie comme d'habitude. Et même si on a déclaré la fin de la riposte, il y a tout un programme national. Parce que ce sont des victimes, ils n'ont pas choisi d'être victimes de la MVE. Ils n'ont pas choisi. Alors, il y a tout un programme national qui est mis en place pour accompagner ces guéris-là. Et c'est un programme national qui est à 18 mois. Donc, ils ont encore toute une période où ils doivent être suivis physiquement et aussi psychologiquement. Donc, pour cet aspect, il n'y a vraiment pas assez d'inquiétude. Alors, Père, vous avez pratiqué la psychologie pour guérir les 1600 et quelques personnes. Vous pouvez nous dire pratiquement ce que vous faisiez, vous, dans la branche de la psychologie clinique? Bon, bien sûr, il y a ce que nous avons appelé, dans le premier moment, quand il y avait le surchauffement de l'épidémie, le travail de la psychosociale consistait à
travaillé de sorte qu'on coupe un peu la chaîne de transmission de la maladie. Ça, c'était vraiment notre travail au début. On était en équipe, travaillait avec les médecins qui étaient de la commission de surveillance de l'épidémie, on travaillait avec les médecins qui étaient chargés de la vaccination, on travaillait avec les communicologues qui étaient là pour passer le message, on travaillait avec les équipes qui étaient chargées du contrôle des infections et de la décontamination. On travaillait avec les équipes qui étaient occupées de faire les enterrements dignes et sécurisés. Donc, toutes ces équipes-là avaient besoin de psychologues. Et pratiquement, ça veut dire le psychologue était au front. C'est lui qui était au front. Même pour aller aborder un malade, il fallait d'abord que le psychologue soit là le premier, pour apaiser les esprits. Ok? Donc c'était ça la prise en charge du psychologue. Alors c'est lui qui devait être vraiment au front, et puis les autres équipes venaient après, quand on a déjà balisé un peu le terrain. Le malade peut accepter maintenant d'aller au CTE, ou le malade refuse. Bon, si c'était cas de décès, on a déjà apaisé les émotions de la famille pour qu'on puisse passer à l'enterrement digne et sécurisé. Si ce sont des malades suspects qui doivent être acheminés au CTE, c'est toujours le psychologue qui est le premier à passer pour persuader le malade, persuader les familles, persuader les gardes-malades, afin qu'on extrait un peu le malade de la communauté pour l'amener au CTE où il est beaucoup plus pris en charge, et puis pour sécuriser la communauté. Donc voilà. Donc ça, c'était la première phrase, c'était vraiment le moment très dur où le psychologue était au premier front. Donc c'est comme si nous étions... Évidemment, c'était le langage de la guerre. Hein. Avec la riposte, c'est vraiment le langage de la guerre où il y a la première ligne. Donc les personnes qui sont à la première ligne, c'était des psychologues. Et les autres viennent de deuxième ligne, troisième ligne et derrière là. Pour, voilà, ça c'était... Et puis, à part ça, il fallait maintenant faire le suivi psychologique, mais aussi spirituel. Parce que même comme prêtre, je devais faire le suivi et psychologique et spirituel des malades. Ceux-là qui ne sont pas des prêtres, ils faisaient le suivi psychologique vraiment des malades au CTE et dans les centres de transit. Il y a tout un programme et des techniques de thérapie psychologique que nous utilisons pour désangoisser les malades. Parce que les malades eux-mêmes étaient dans des situations où ils paniquaient. Alors il fallait désangoisser les malades, leur donner la possibilité, montrer que c'est possible de guérir et qu'on n'a pas à perdre l'espoir. Alors on a sauvé beaucoup de vies comme ça. Ceux-là au moins qui sont arrivés avant qu'on passe à des stades vraiment très très avancés où c'était irréversible. Le suivi en même temps consistait à suivre ceux-là qui sortaient vainqueurs des CTE. Alors quand on sort vainqueur des CTE, il y avait des étapes de réinsertion communautaire qui étaient faites par les psychologues pour qu'on accueille encore cette personne et dans sa famille et dans la communauté. Parce que pour lutter contre ce que nous pouvons appeler ici la stigmatisation de la famille et la communauté. Donc ça, c'était le travail des psychologues que nous étions en train de faire concrètement. À part cette réinsertion, mais ceux-là qui sortaient effectivement de cette comme guéris, mais aussi comme nos cas, qui étaient déclarés qu'ils n'ont pas développé la maladie à virus Ebola, il fallait aussi tout ce monde-là les réintégrer dans la communauté. Parce que la façon dont ils étaient arrachés de la communauté faisait peur. Et parfois ça faisait beaucoup de casse. Alors il fallait faire l'exercice retour pour les ramener dans la communauté afin qu'on puisse les accepter sans beaucoup de peine. À part ça, les psychologues étaient chargés
de faire le suivi quotidien et des guéris et de décharger nos cas. Pour les décharger nos cas, c'est pour une période bien fixe. Parce que dès que on a dépassé un temps, on pouvait les laisser reprendre la vie normale. Pour cela, il n'y avait pas de problème. Mais ceux qui avaient des problèmes, c'était justement les guéris. Alors à ce moment-là, il fallait le suivi quotidien. Et chez certains, quand on voit le degré de réintégration de la communauté, on faisait même des suivis hebdomadaires. Et à part ça, des activités concrètes vraiment qui étaient réalisées par les psychologues, c'était la prise en charge psychosociale de toutes les victimes. Notamment ici, les guéris eux-mêmes. Ils avaient besoin à manger, ils avaient besoin des habits. Les enfants orphelins, ils avaient besoin de manger. Quand les parents sont séparés, il fallait les suivre, les prendre en charge. Tout ça, ce sont des activités que les psychologues ont réalisées. Vous savez que quand il y avait la maladie à ce moment-là, certains parents qui étaient amenés malades, confirmés ou non confirmés, ou non cas, au CTE ou dans les centres de transit, ils laissaient les enfants, par exemple, allaitant, à la maison. Il fallait que les psychologues s'occupent de ces enfants-là quand les parents, surtout les mamans, leurs mamans sont hospitalisées au centre de traitement Ebola ou dans les centres de transit. Donc c'était aussi le travail des psychologues pour prendre en charge psychologiquement et les enfants qui sont restés en famille et surtout les enfants en âge de nourrisson, quoi. C'était encore des nourrissons. On devait les prendre soit dans des crèches et là on essaie de les aider à ne pas paniquer. En même temps, vous savez qu'un parent qui est au CTE, un parent qui est dans un centre de transit, qui est séparé de son enfant, ça traumatise aussi les parents. Donc il fallait aussi, de temps en temps, que le parent se rassure que son enfant est vraiment dans de bonnes mains. Donc tout ça, c'est le travail que je suis en train de faire. Donc voilà un peu quand il y avait une grande épidémie, des activités qui devraient être vraiment de la psychosociale. Et puis après, quand nous étions presque à la fin de l'épidémie, c'était l'étape où il fallait amener les victimes à une résilience, c'est-à-dire reprendre la vie normale. Voilà un peu en grande partie ce qu'on pouvait faire. Alors je voulais revenir justement sur cette question de conséquences sociales. Du point de vue social, la maladie à virus Ebola effectivement a laissé que les victimes puissent développer beaucoup de conflits. Conflits avec les membres de famille, conflits des terres par-ci par-là. Et on a vu par exemple l'éclosion des conflits divers en famille. Et du point de vue marital, on a vu quelques couples se disloquer à cause justement de développer la maladie à virus Ebola. Soit c'est le papa qui est parti une fois guéri, soit c'est la maman qui se révolte, ou alors, comme il y avait aussi certains qui développaient beaucoup d'autres symptômes dus au traumatisme de la maladie à virus Ebola, du point de vue par exemple sexuel, il y a même des hommes qui ont été beaucoup plus tentés d'aller un peu vers les infidélités. Alors, dans ce sens-là, ça a disloqué quand même beaucoup de familles. Donc ça, tout ça, ce sont des travaux de thérapie des couples afin que les couples retrouvent encore sa vie normale d'antan. Donc, et puis on a vu d'autres conséquences du point de vue social, c'est les problèmes professionnels. Il y a des gens qui ont carrément perdu le travail. Il y a des gens qui n'ont plus été aptes à faire le même travail qu'ils faisaient avant.
Donc tous ces éléments-là, on devrait prendre en charge pour que la personne retrouve la vie antérieure qu'il avait, pour qu'il retrouve encore le souffle de la vie. Voilà, donc tout cela, ce sont des éléments, des conséquences, des activités même de psychologues dans la riposte que nous avons eu comme notre 10e épidémie la maladie à virus Ebola qui s'est développée au Nord Kivu et à Ituri. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup.